Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'attaque à la deuxième partie du chapitre 3 sur le tome 1 du Sorceleur. C'est une partie assez longue, donc n'hésitez pas à vous installer, à vous détendre et à vous laisser porter par ce chapitre. Ça sera donc le dernier chapitre que je vais lire sur le tome 1 du Sorceleur. Et je prévois du coup d'autres lectures à venir. Je vous ferai voter comme d'habitude dans l'onglet communauté. C'est parti donc pour la partie 2 de ce chapitre 3. Le sorceleur avait gravi une hauteur pour couper les lacets du sentier au tracé incertain, et c'est du sommet de cette hauteur qu'il aperçut pour la première fois les tuiles rouges du toit pointu d'une tour. La pente envahie de noisetiers, encombrée de branches mortes, couverte d'un épais tapis de feuilles jaunies, paraissait un peu dangereuse pour être descendue à cheval. Le sorceleur fit demi-tour, redescendit prudemment de l'autre côté et rejoignit le sentier. Il allait lentement, retenait son cheval à intervalles réguliers et, suspendu à sa selle, cherchait à repérer la trace du chemin. Soudain, la jument secoua la tête, poussa des hennissements sauvages et se mit à piétiner, danser sur le sentier en soulevant un tourbillon de feuilles mortes. Gérald entoura l'encolure tablette de son bras gauche et forma le signe d'Axia en croisant les doigts de sa main droite. Il passa ensuite sur la tête de sa monture en murmurant une formule magique. Les choses vont si mal que ça, grommela-t-il en maintenant le signe et en regardant autour de lui. Du calme, Ablette, du calme. Le charme agit rapidement, mais la jument, pourtant stimulée par un coup de talon, repartit avec hésitation, sans conviction, perdant le rythme souple de son allure naturelle. Le sorceleur sauta lestement à terre et continua son chemin à pied en tirant son cheval par la bride. Il découvrit une muraille. Entre la muraille et la forêt, il n'y avait aucun espace, aucune franche séparation. De jeunes arbustes et des buissons de genévrier mêlés dans leur feuillage à celui du lierre et de la vigne vierge agrippée au mur de pierre. Gérald dressa la tête. Au même moment, il sentit se coller sur sa nuque une petite créature molle, invisible, agaçante, qui avança sous ses cheveux en rampant. Il savait ce que c'était. Quelqu'un contemplait la scène. Il se retourna lentement, en douceur. Ablette s'ébroua. Les muscles de son encolure frissonnèrent, s'agitèrent sous sa peau. Sur la pente qu'il venait de descendre, une jeune fille se traînait immobile, une main appuyée sur le tronc d'un aulne. Sa longue robe blanche contrastait avec la masse noire et brillante de ses longs cheveux décoiffés qui lui arrivaient aux épaules. Gérald crut la voir sourire, mais il n'en était pas sûr. Elle était trop loin. « Salut !» dit-il avec un geste amical de la main. Il fit un pas dans la direction de la jeune fille. Celle-ci tourna légèrement la tête pour suivre ses mouvements. Elle avait un visage pâle, d'immenses yeux noirs. Son sourire, si c'en était un, avait disparu comme effacé d'un coup de gifle. Gérald
approcha son visage pour enhumer le parfum. Elle avait l'arôme habituel des roses, juste un peu plus intense. La porte du palais s'ouvrit en même temps que tous les volets dans un vacarme assourdissant. Gérald se redressa brusquement. Un monstre fonçait droit sur lui dans la petite allée en faisant crisser le gravier. Avec la rapidité de l'éclair, la main droite du sorceleur se leva au-dessus de son épaule droite tandis que sa main gauche secouait fortement sa ceinture sur sa poitrine. Et la poignée de son glaive se retrouva toute seule dans sa main. Le fer qui sauta du fourreau en émettant un sifflement décrivit une petite courbe lumineuse et se figea, pointé dans la direction de la bêtiseuse qui chargeait. À la vue du glaive, le monstre freina et s'arrêta. Le gravier gicla de toutes parts. Le sorceleur n'eut pas un frisson. La créature humanoïde était vêtue d'habits râpés mais de bonne qualité, pourvue d'ornements du meilleur goût mais fort peu fonctionnels. Cependant, son caractère humanoïde n'allait pas au-delà de la fraise souillée de son pourpoint. Celle-ci était dominée d'une énorme tête poilue comme celle d'un ours, munie d'immenses oreilles, d'une paire d'yeux au regard fou et d'une gueule effrayante, pleine de crocs plantés de travers, où luisait une langue rouge, telle une flamme. Fous le candissime mortel, rugit le monstre en agitant ses grosses pattes, mais sans pour autant avancer. Fous le camp, sinon je te dévore, je te mets en pièces. Le sorceleur ne bougea pas et il ne lâcha pas son glaive. Tu es sourd, fous le camp, hurla la créature avant d'émettre un bruit qui donnait du couinement du porc et du brame du cerf solitaire. Les volets de toutes les fenêtres claquèrent dans un fracas en provoquant la chute de débris et du crépi des rebords des fenêtres. Ni le sorceleur ni le monstre ne bougèrent. File pendant que tu es encore en vie, hurla la créature d'une voix qui paraissait déjà moins assurée. Sinon, l'interrompit Gérald. Le monstre se mit à souffler violemment, pencha sa tête monstrueuse. Regardez-moi cet audacieux, fit-il calmement en montrant ses crocs et en dardant d'un œil injecté de sang sur Gérald. Lâche ce fer, s'il te plaît. Tu ne dois pas avoir compris que tu te trouves dans la cour de ma maison, à moins que, là d'où tu viens, il soit d'usage de menacer le maître des lieux d'une arme dans sa propre cour. En effet, confirma Gérald, mais c'est réservé aux gens qui accueillent leurs hôtes, en poussant des rugissements et en leur annonçant qu'ils vont les mettre en pièces. Ah, peste, s'excita le monstre. En plus du mot offense intrus, en voilà un visiteur, il s'introduit dans votre cour, abîme des fleurs qui ne sont pas à lui, joue les grands seigneurs et pense qu'on va lui apporter le pain et le sel. Le monstre crache, souffle et referme sa gueule. Ses crocs inférieurs qui disparaissaient à l'extérieur lui donnaient une allure de sanglier. Alors, finit par dire le sorceleur en baissant son glaive, nous allons rester longtemps debout. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'on se couche? Halta le monstre. Range ce fer, je te dis. Le sorceleur rengaina habilement son arme dans son dos sans la lâcher. Il caressa le pommeau qui dépassait de son épaule. J'aimerais mieux que tu ne fasses pas de gestes trop brusques, dit-il. Je peux dégainer mon épée à tout instant, plus vite que tu le penses. J'ai vu, râla le monstre. Sans lui, il y a longtemps que tu serais dehors avec l'empreinte de mon talon sur le fondement. Qu'est-ce que tu veux? D'où sors-tu? Je me suis égaré, mentit le sorceleur. Tu t'es égaré, répéta le monstre avec une grimace
ici demanda tranquillement Gérald. Mon cheval a soif, et moi aussi, si ça ne te dérange pas trop. Le monstre dansa d'un pied sur l'autre, se gratta l'oreille. Écoute un peu, toi, fit-il. Tu n'as réellement pas peur de moi? Je devrais. Le monstre regarda autour de lui, se racla la gorge, remonta son pantalon bouffant d'un geste énergique. Ah peste, qu'est-ce que j'en ai à faire? Un visiteur chez moi. Ce n'est pas tous les jours qu'il m'arrive quelqu'un qui ne s'enfuit pas ou ne s'évanouit pas dès qu'il me voit. Allez, c'est bon. Si tu es un voyageur fatigué et honnête, je t'invite à entrer. Si tu es un brigand ou un voleur, je t'avertis. Cette maison exécute mes ordres. À l'intérieur de ses murs, c'est moi qui commande. Il leva une patte velue. Tous les volets cognèrent de nouveau le mur et la gorge de pierre du dauphin émit de sourds clou-clous. Je t'invite, répéta-t-il. Gérald le scrutait sans bouger. Tu habites seul? En quoi ça te regarde avec qui j'habite? Interrogea le monstre en ouvrant la gueule de colère avant de pousser des ricanements sonores. Ah, je comprends. Tu dois croire que j'ai à mon service 40 valets d'une beauté égale à la mienne. Je n'en ai pas. Alors peste, profites-tu de cette invitation que je te fais de si bon cœur? Si tu ne veux pas, la porte est là, juste derrière ton postérieur. Gérald s'inclina avec raideur. J'accepte votre invitation, dit-il d'un ton très protocolaire. Je ne manquerai pas aux règles de l'hospitalité. Tu es ici chez toi, repartit le monstre d'un ton tout aussi protocolaire et pourtant badin. Par ici, cher invité, et amène ton cheval au puits. L'intérieur du château avait lui aussi besoin d'être remis en état, de fond en comble, mais tout était relativement propre et ordonné. Les meubles respiraient la belle ouvrage, même s'ils avaient été fabriqués dans des temps très très anciens. Il flottait une forte odeur de poussière. On n'y voyait pas grand-chose. Lumière, hurla le monstre, et aussitôt une flamme et de la suie jaillirent d'une torche de résine plantée dans un support de métal. Pas mal, commenta le sorceleur. Le monstre ricana. C'est tout l'effet que ça te fait. En vérité, je vois qu'il en faut plus pour t'impressionner. Je te l'ai dit, cette maison exécute mes ordres. Par ici, s'il te plaît, fais attention, l'escalier est raide. Lumière. Dans l'escalier, le monstre se retourna.
et son étoupe. Gérald s'en approcha. C'est mon pépé qui l'a tué à la chasse, dit le monstre en fourrant une énorme bûche dans le gouffre de l'âtre. Ce doit être le dernier qu'on ait pu chasser dans la région. Assieds-toi, cher invité. Tu as faim, je suppose. Je ne le nie pas, cher hôte. Le monstre s'assit à la table. Il inclina la tête, croisa ses pattes velues sur son ventre, marmonna quelques instants en tournant ses énormes pouces et poussa un rugissement silencieux en cognant sa patte contre la table. Des plats et des assiettes apparurent dans un cliquetis d'étain et d'argent, des coupes émirent un son cristallin. Une délicieuse odeur de rôti, d'ail, de marjolaine et de noix, de muscade se répandit. Gérald ne manifesta aucun étonnement. Soit, dit le monstre en se frottant les pattes, c'est mieux que des domestiques, non? Serre-toi, cher ami. Voici une poularde. Tu as ici du jambon de sanglier, là, du pâté de je ne sais trop quoi, de quelque chose. Ici, nous avons des guelinottes. Non, peste, ce sont des perdrix. Je me suis trompée de formule. Mange, mange, c'est de la saine nourriture, de la vraie. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Gérald trancha la poularde en deux. J'ai oublié que tu n'es pas de ces peureux, bouffa le monstre. Comment t'appelle-t-on, par exemple? Gérald. Et toi, cher hôte? Nivelaine. Mais dans le pays, on m'appelle le dégénéré ou le claqueur. Ils ont fait de moi un croque-mitaine pour effrayer les enfants. Le monstre engloutit le contenu d'une énorme coupe et plongea les doigts dans un pâté en arrachant environ la moitié de la terrine. Ils ont fait de toi un croque-mitaine pour effrayer les enfants, répéta Gérald, la bouche pleine. Certainement à tort. Tout à fait. À ta santé, Gérald. À la tienne, Nivelaine. Comment tu trouves ce vin? Tu as vu, c'est du vin de raisin et non pas du vin de pomme. Mais si tu n'aimes pas ça, j'en ferai apparaître un autre. Merci, il n'est pas mauvais. Tes talents de magicien sont innés. Non, je les ai depuis que tout ça a poussé. Ma gueule s'entend. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais la maison réalise tous mes souhaits. Rien d'extraordinaire. Je sais faire apparaître de la boustifaille, de quoi boire, des vêtements, des draps propres, de l'eau chaude, du savon. Toutes les femmes y arrivent sans sorcellerie. J'ouvre et ferme fenêtres et portes, j'allume le feu, rien d'extraordinaire. Ce n'est tout de même pas rien. Et cette gueule, comme tu dis, tu l'as depuis longtemps. Depuis 12 ans. Comment c'est arrivé? En quoi ça te regarde? Verse-toi à boire. Avec plaisir, ça ne me regarde pas, je te le demande par pure curiosité. C'est une raison qui peut se concevoir et qu'on peut admettre, fit le monstre en éclatant d'un rire sonore. Mais moi je ne l'admets pas, ça ne te regarde pas, point c'est tout. Cependant, pour satisfaire ta curiosité, ne serait-ce qu'en partie, je vais te montrer à quoi je ressemblais avant. Regarde donc les portraits là-haut. Le premier à partir de la cheminée, c'est mon
conclusion est simple, je te pose donc franchement la question. Es-tu un être humain? Gérald soutint son regard. Si tu poses le problème de cette manière, répondit-il après un silence, je n'en suis pas tout à fait un. Ah bon? Dans ce cas, tu n'interpréteras pas comme un manque de tact de ma part le fait que je te demande qui tu es. Je suis sorceleur. Ah bon? Répéta Niflène au bout d'un moment. Si ma mémoire est bonne, les sorceleurs gagnent leur vie d'une étrange manière et tuent les monstres de toutes sortes, moyennant rétribution. Ta mémoire est bonne. Un nouveau silence plana. Les flamèches des bougies vibraient, fusaient en fines baguettes de feu et se reflétaient sur le cristal taillé des coupes, sur les cascades de cire qui s'écoulaient le long du candélabre. Nivleen ne bougeait pas de sa place, seules ses énormes oreilles remuaient légèrement. Admettons que tu aies le temps de sortir ton glaive avant que je te saute dessus, finit-il par dire. Admettons que tu n'aies même pas le temps de me porter une botte. Vu mon poids, il en faudrait plus pour m'arrêter. Je te mettrai par terre rien qu'avec mon élan. Et ensuite, ce seront mes dents qui décideront. À ton avis, sorceleur, lequel de nous deux a le plus de chances de s'en tirer si l'on se saute à la gorge? Gérald, retenant du pouce le couvercle d'un pichet en étain, se versa du vin, avala une gorgée, se renversa sur le dossier de sa chaise. Il regardait le monstre en souriant, mais son sourire était particulièrement horrible. Oui, dit Nivelen, en gratouillant la commissure de sa gueule avec sa griffe. Il faut reconnaître que tu sais répondre à une question sans user ta salive. Je me demande comment tu vas te sortir de la suivante. Qui t'a payé pour me tuer? Personne. C'est le hasard qui m'a conduit ici. Tu ne mentirais pas. Il n'est pas dans mes habitudes de mentir. Et qu'est-ce qui est dans tes habitudes? On m'a raconté des histoires de sorceleurs. Le souvenir que j'en ai, c'est que les sorceleurs enlèvent des enfants tout petits, qu'ils nourrissent ensuite d'herbes magiques. Ceux qui survivent deviennent à leur tour sorceleurs, des sorciers au pouvoir extraordinaire. On les forme à tuer. On en extirpe tous les sentiments et tous les réflexes humains. On en fait des monstres destinés à tuer d'autres monstres. J'ai entendu dire qu'il était grand temps de commencer à faire la chasse aux sorceleurs parce qu'il y a de moins en moins de monstres et qu'eux sont de plus en plus nombreux. Mange une perdrix avant qu'elle soit complètement froide. Nivleen prit une perdrix dans un plat, l'enfourna entière dans sa gueule et la croqua comme une biscotte en faisant craquer les petits os entre ses dents. Pourquoi ne dis-tu rien? Demanda-t-il la bouche pleine. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce qu'on raconte sur vous? Pour ainsi dire, rien. Et qu'est-ce qu'il y a de faux? Il est faux de dire qu'il y a de moins en moins de monstres. C'est un fait, ils sont plutôt nombreux, dit Nivleen en montrant ses crocs. Tu en as un juste devant toi, qui se demande s'il a bien fait de t'inviter. L'emblème de ta corporation m'a tout de suite déplu, cher invité. Tu n'es pas un monstre, Nivleen, dit le sorceleur d'un ton sec. Ah, peste, voilà du neuf. Alors qu'est-ce que je suis, d'après toi? De la gelée de Canberg, une compagnie d'oies sauvages qui s'envole vers le sud par un petit matin triste de novembre? Non. Alors peut-être la vertu qu'une fille de meunier au bonichon a perdue auprès d'une source. Allez Gérald, dis-moi qui je suis. Tu ne vois pas que je meurs de curiosité? Tu n'es pas un monstre. Si tu en étais un, tu ne pourrais pas toucher ce plateau d'argent. Et jamais tu n'aurais touché à mon médaillon. Oh, rugit Nivleen, si fort que les flammes des bougies se couchèrent un instant à l'horizontale. Décidément, c'est le jour des révélations, de la révélation de grands et horribles secrets. Je vais apprendre que ces oreilles m'ont poussé parce que je détestais la bouillie d'avoine quand j'étais petit. Non,
possible dans la plupart des cas. Et bien sûr, en tant que sorceleur, tu sais le faire. Tu dis que c'est possible dans la plupart des cas. Oui. Tu veux que j'essaie? Non, je n'y tiens pas. Le monstre ouvrit sa gueule et laissa pendre sa langue rouge, longue de 2 empans. Ça t'en bouge un coin, hein? Oui, avoua Gérald. Le monstre ricana, se carra dans son fauteuil. Je savais que ça allait t'épater, dit-il. Resserre-toi à boire, installe-toi confortablement. Je vais te raconter toute mon histoire. Sorceleur ou pas, tu as un bon regard et j'ai envie de causer. Verse-toi à boire. Il n'y a plus rien. Ah, peste! Le monstre se racle la gorge, bidonna un nouveau coup de patte dans la table. À côté des 2 pichets vides, apparut par enchantement une grosse bonbonne de terre dans un panier d'osier. Nivelaine arracha le cachet de cire avec ses dents. Comme tu as pu le remarquer, commença-t-il en remplissant les coupes, la contrée n'est guère peuplée. Il y a un bout de chemin pour aller jusqu'aux villages les plus proches. Car vois-tu, mon cher petit papa et aussi mon cher bébé, en leur temps, ne donnaient guère de motif de les aimer à leurs voisins et aux marchands qui s'aventuraient sur la route. Toute personne qui avait le malheur de s'égarer par ici courait le risque, dans le meilleur des cas, de perdre sa fortune si papa le repérait du haut de la tour. Et 2 ou 3 villages voisins ont brûlé parce que papa considérait qu'ils ne payaient pas leur tribut avec assez d'empressement. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui aimaient mon papa, à part moi naturellement. J'ai beaucoup pleuré le jour où un chariot a rapporté ce qu'il restait de lui après un coup de glaive qui lui avait été assoné à 2 mains. En ce temps-là, mon bébé ne faisait plus de brigandage actif. Depuis qu'il avait reçu un coup de Morgenstern sur le crâne, il bégayait affreusement, bavait et faisait souvent dans ses culottes. C'est moi qui, en tant qu'héritier, ai dû diriger les aiguillés. J'étais jeune à l'époque, poursuivit Nivelaine, un vrai blanc-bec, alors les aiguillés n'ont pas tardé à me mener par le bout du nez. Comme tu peux t'en douter, je l'ai commandé comme un porcelet dodu peut mener une meute de loups. Bientôt, on a commencé à faire des choses que papa, s'il avait vécu, n'aurait jamais permises. Je te fais grâce des détails, j'en viens au fait. Un bon jour, on est allé jusqu'à Gellibol, près de Myrte, où on a pillé le temple. Pour mon malheur, il y avait aussi une jeune prêtresse. Qu'est-ce que c'était comme temple, Nivelaine? La peste seule le sait, Gérald. Mais ça ne devait pas être un bon temple. Je me souviens que sur l'autel, il y avait des crânes et des ossements et qu'un feu vert brûlait. L'odeur était horrible. Mais venons-en au fait. Les gars ont d'abord immobilisé la prêtresse pour lui arracher ses vêtements. Puis ils m'ont dit qu'il fallait que je devienne un homme. Et l'imbécile de morveux que j'étais est devenu un homme. Pendant l'acte, la prêtresse m'a craché en pleine figure et s'est mise à vociférer. Quoi donc? Que j'étais un monstre dans la peau d'un homme et que je serais un monstre dans la peau d'un monstre. Elle a parlé d'amour, de sang, je ne me rappelle pas. Je crois qu'elle avait un petit poignard, un tout petit poignard caché dans ses cheveux. Elle s'est tuée et alors on a filé au triple galop. Gérald, c'est moi qui te le dis, on a failli crever les chevaux. Ce n'était pas un bon temple. Et après, tout s'est passé comme l'avait dit la prêtresse. Quelques jours plus tard, je me lève et tous les serviteurs poussent des hurlements et prennent leurs jambes à leur cou dès qu'ils me voient. Je vais me voir dans une glace. Tu sais, Gérald, j'ai paniqué, j'en ai eu comme une attaque. Je revois toute la scène à travers un brouillard. Pour être bref, il y a eu des morts, plusieurs. J'utilisais tout ce qui me tombait sous la main et j'étais soudainement devenu très fort. La maison m'aidait de son mieux. Les portes claquaient, les meubles voltigeaient, le feu crépitait. Ceux qui avaient eu le temps s'enfuyaient, pris de panique. Ma tante
personne à qui je puisse expliquer que seule mon apparence physique avait changé et que même si j'apparaissais sous une forme horrible, je n'étais qu'un gamin malheureux qui sanglotait dans son château désert et pleurait la mort de ses serviteurs. Ensuite, j'ai été saisie d'une peur atroce. Ils allaient revenir me tuer avant que j'aie eu le temps de m'expliquer. Mais personne n'est revenu. Le monstre se tut un instant. Il se moucha dans sa manche. Je ne veux pas revenir sur ces premiers mois, Gérald. Quand j'y repense, j'en tremble encore. J'en viens au fait, je me suis longtemps, très longtemps terré dans le château, sans mettre le nez dehors. Dès que quelqu'un apparaissait, ce qui était rare, je restais enfermé. J'ordonnais juste à la maison de claquer les volets 2 fois ou bien je hurlais tout mon saoul pour une gargouille de la gouttière. En général, ça suffisait pour que le visiteur fasse voltiger derrière lui un gros nuage de poussière. Jusqu'au jour où, par une noble blafarde, je regarde par la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Un gros bonhomme qui coupe les roses du massif de ma chère Tantine. Il faut que tu saches que ce ne sont pas des roses banales, mais des roses bleues de Nazaire. C'est mon pépé qui en avait rapporté les plants. Fou de colère, j'ai bondi dehors. Quand le gros a retrouvé la parole qu'il avait perdue en me voyant surgir, il a crié qu'il voulait juste quelques fleurs pour sa petite fille. Il m'a supplié de l'épargner, de lui laisser la vie sauve et la santé. J'étais prêt à le mettre dehors d'un coup de pied dans le derrière quand un souvenir m'est revenu brusquement. Je me suis rappelé un conte que ma nounou, Lenka, une vieille harpie, me racontait quand j'étais petit. Peste, me suis-je dit, à ce qu'il paraît, les jolies filles changent les crapauds en princes, ou les princes en crapauds. Alors peut-être que ces histoires renferment un grain de vérité, que c'est une chance. J'ai fait un bond de 2 brasses de haut, et j'ai hurlé si fort que la vigne vierge s'est décrochée du mur. Ta fille ou la vie, il ne m'est rien venu de plus malin à l'esprit. Le marchand, parce que c'était un marchand, s'est mis à brailler, après quoi il m'a avoué que sa fille n'avait que 8 ans. Ça te fait rire? Non. Moi, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer sur mon satané destin. J'avais de la peine pour la petite du marchand, ça me faisait mal de la voir trembler. Je l'ai invitée à entrer, je lui ai donné à boire et à manger. Quand elle est partie, je lui ai rempli un petit sac d'or et de pierreries. Il faut que tu saches que dans les sous-sols du château, il y avait un trésor qui datait du temps de papa. Comme je ne savais pas trop quoi en faire, je pouvais faire un geste. Le marchand rayonnait, il se confondait en remerciements. Il se confondait en remerciements à s'en baver dessus. Il a dû se vanter de son aventure parce que 2 mois ne s'étaient pas écoulés qu'un autre marchand est arrivé, avec un assez grand sac qu'il avait préparé d'avance, et sa fille, assez grande, elle aussi. Nivelaine étendit ses jambes sur la table et s'étira en faisant craquer son fauteuil. Je me suis mis d'accord avec le marchand. En 2 temps 3 mouvements, poursuivit-il, nous avons établi qu'il me la laisserait 1 an. J'ai dû l'aider à charger son sac sur son mulet, tout seul. Il ne l'aurait pas soulevé. Et la fille? Pendant quelque temps, elle a été prise de convulsions chaque fois qu'elle me voyait. Elle était persuadée que j'allais la manger. Mais au bout d'1 mois, nous prenions nos repas ensemble, nous causions et nous allions faire de longues promenades. Même si elle était gentille et très dégourdie, j'avais la langue qui s'empêtrait quand je bavardais avec elle. Tu sais, Gérald, j'ai toujours été timide avec les filles. Je me suis toujours ridiculisée, même devant les vachères qui avaient du purin sur les cuisses, alors que les écuyers les prenaient comme ils le voulaient, dans tous les sens. Même elle se moquait de moi.
interrogé, je ne me forcerai même pas à lui expliquer la raison qui m'avait amené à payer si cher une année de sa vie. L'année s'est traînée comme la puanteur dans le sillage des troupes levées en masse, jusqu'au jour où le marchand est revenu la chercher. Résigné, je me suis enfermée dans la maison et suis restée plusieurs mois sans réagir quand les visiteurs m'amenaient leur fille. Mais après cette année passée en compagnie, j'ai compris combien il m'était difficile de n'avoir personne à qui adresser la parole. Le monstre laissa échapper un bruit qui voulait être un soupir, mais qui résonna comme un hoquet. La suivante, reprit-il au bout d'un moment, s'appelait Fen. Petite, vive, elle gazouillait tout le temps, un vrai pinson. Elle n'avait pas du tout peur de moi. Un beau jour, c'est justement l'anniversaire de ma première coupe de cheveux. À l'âge de raison, nous avons bu tous les deux de l'hydromel et... Aussitôt après, j'ai sauté du lit pour courir au miroir. J'avoue que j'ai été déçue et que ça m'a déprimée. Ma gueule n'avait pas changé. J'avais peut-être juste l'air un peu plus peiné. Et on dit que les contes renferment la sagesse populaire. Elle ne veut pas, tripette, cette sagesse, Gérald. Enfin, Fen s'est empressée de faire de son mieux pour m'aider à oublier mes soucis. C'était une fille joyeuse, c'est moi qui le dis. Tu sais le jeu qu'elle a imaginé? On s'amusait tous les deux à effrayer les indésirables. Imagine, quelqu'un entre dans la cour, jette un regard circulaire, et voilà que je bondis sur lui à quatre pattes en poussant des rugissements, et que Fen, entièrement nu, s'assied sur mon dos et sonne du corps de chasse de Pépé. Nivelaine, tordue de rire, faisait luire ses gros blancs. Fen est restée chez moi une année entière, continua-t-il, et puis elle s'est retournée dans sa famille avec une belle dot. Elle s'est débrouillée pour se marier avec le propriétaire d'un cabaret, un veuf. Raconte la suite, Niveline, c'est passionnant. Vraiment, demanda le monstre qui se grattait entre les oreilles en produisant un cliquetis. Bon, d'accord. La suivante, Primula, était la fille d'un chevalier désargenté. Le chevalier est arrivé ici avec une vieille rose décharnée, une cuirasse rouillée et des têtes à n'en plus finir. Je t'assure, Gérald, qu'il était aussi répugnant qu'un tas de fumier et qu'il en répondait l'odeur. Primula, j'en aurais donné ma main à couper, avait dû être conçue pendant qu'il était parti à la guerre parce qu'elle était tout à fait mignonne. À elle non plus, je ne faisais pas peur. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que comparé à son père, je pouvais passer pour quelqu'un de tout à fait beau et gracieux. Comme j'ai pu le découvrir, elle avait un sacré tempérament et une fois que j'ai pris confiance en moi, je ne laissais pas échapper une occasion. 2 semaines plus tard, Primula et moi avions déjà des relations très intimes. Elle adorait me secouer par les oreilles en s'exclamant « Mords-moi, animal, déchire-moi, affreuse bête !» et des idioties de ce genre. Pendant les pauses, je courais jusqu'au miroir, mais figure-toi, Gérald, que je me regardais avec une inquiétude grandissante. J'aspirais de moins en moins à retrouver mon ancien physique de souffreteux. Tu sais, Gérald, de gars plutôt indolent, j'étais devenu un solide gaillard. Avant, je n'arrêtais pas d'être malade, je toussais et j'avais sans arrêt la goutte au nez. Et désormais, je n'attrapais jamais rien. Et les dents? Tu ne me croirais pas si je te disais dans quel état étaient mes dents. Alors que maintenant, je peux mordre le pied d'une chaise. Tu veux que je te montre? Non, 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 ce n'est pas la peine. C'est peut-être aussi bien, dit le monstre en ouvrant sa gueule. Ça a amusé les demoiselles de me voir faire le pitre, et il ne reste plus beaucoup de chaises entières dans la maison. Nivelaine bâilla, après quoi son énorme langue s'enroula en cornet. Ça me fatigue de causer, Gérald. Enfin bref, après, il y en a eu encore 2. Ilka et Vénimira. L'histoire se déroulait chaque fois de la même manière. C'était à périr d'ennui.
sympathie consolidée par quelques petits souvenirs de valeur. Ensuite, c'était les mormois, mange-moi tout entière. Et puis le retour du papa, les tendres adieux et le trésor qui se réduit de plus en plus. J'ai décidé de prolonger mes pauses de solitude. Bien entendu, il y avait une belle lurette que je ne croyais plus que le bisou d'une vierge pouvait modifier mon apparence. Je m'étais fait à cette idée et étais même parvenue à la conclusion que les choses étaient bien comme elles étaient. Il ne fallait rien y changer. Vraiment rien, Nivelaine. Si tu savais. Je te l'ai dit. Primo, mon physique me valait une santé de fer. Secondo, ma différence faisait aux filles l'effet d'un aphrodisiaque. Ne ris pas, je suis quasiment sûr et certain qu'en tant qu'homme, il aurait fallu que je me dépense comme un fou pour gagner les faveurs d'une Vénimira par exemple, qui était une fort belle demoiselle. J'ai comme l'impression qu'elle n'aurait même pas eu un regard pour le garçon du portrait. Tertio, la sécurité. Mon petit papa avait des ennemis, quelques-uns ont survécu. Ceux que les écuyers ont envoyés sous terre, sous mon pitoyable commandement, avaient de la famille. Les caves étaient pleines d'or. Sans la terreur que je fais naître, l'un ou l'autre serait venu pour s'en emparer. Ne serait-ce que des paysans armés de fourches. Tu as l'air tout à fait certain de n'avoir rien fait sous ta forme actuelle qui te fasse encourir la défaveur de qui que ce soit, dit Gérald, en jouant avec sa coupe vide. La défaveur d'un père ou de sa fille, d'un parent ou d'un fiancé, c'est réellement le cas, Nivelaine. Laisse tomber, Gérald, s'emporta le monstre. De quoi parles-tu? Les pères étaient fous de toi, je te l'ai dit. J'étais généreux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et leurs filles, si tu les avais vues quand elles arrivaient ici, avec leurs vilaines robes de gros draps, leurs menottes usées par les lessives, foutées à force de porter des paquets. Primula, 2 semaines après son arrivée chez moi, avait encore sur le dos et les cuisses des marques des coups de lanière que son chevalier de petit papa lui administrait. Chez moi, elles vivaient comme des princesses, elles ne prenaient dans leurs mains qu'un éventail, elles ne savaient même pas où était la cuisine. Je les vêtais et les parais de fanfreluches et de bijoux. Je faisais couler de l'eau chaude à la demande dans la baignoire d'émail sur laquelle mon cher papa avait fait main basse à Asgard pour l'offrir à maman. Tu imagines une baignoire en émail, il n'y a pas beaucoup de régents, qu'est-ce que je dis, de suzerains qui possèdent une baignoire en émail. Pour elle, cette maison était une maison de rêve, Gérald. Et en ce qui concerne le lit, eh bien, peste. La verrue, par les temps qui courent, est plus rare qu'un dragon de roche. Je n'en ai forcé aucune, Gérald. Mais tu soupçonnais quelqu'un de m'avoir payé pour que je te tue. Qui aurait pu le faire? Un coquin qui souhaitait ce qui reste dans ma cave et qui n'a plus de fille, dit Nivelaine d'un ton expressif. La cupidité humaine est sans limite. Tu ne vois personne d'autre? Non, personne. Ils restèrent silencieux, les yeux rivés sur les petites flammes des bougies qui clignotaient nerveusement. Nivelaine, fit tout à coup Gérald, tu es seule en ce moment. Sorceleur, répondit le monstre après un silence. Je pense qu'en principe, je devrais t'agonir d'insultes, te prendre par la peau du cou et te jeter dans l'escalier. Tu sais pourquoi? Parce que tu me prends pour un imbécile. Depuis le début, je vois que tu dresses l'oreille, que tu n'arrêtes pas de regarder la porte. Tu le sais bien que je n'habite pas seule, je me trompe. Non, excusez-moi. La peste soit des excuses, tu l'as vu? Oui, dans la forêt, près de l'entrée du château. Est-ce la raison pour laquelle les marchands et leurs filles repartent bredouilles depuis un certain temps? Alors tu savais ça aussi? Oui, c'est bien pour cette raison. Me permets-tu de te demander si... Non, je ne te le permets pas. Si telle est ta volonté, finit par dire le sorceleur en se levant. Je te remercie pour ton hospitalité. Mon cher hôte, il est temps que je reprenne la route. C'est juste, dit Nivelaine en se levant lui aussi. Pour diverses raisons, je ne peux pas t'offrir le gîte, et je ne t'incite pas à passer la nuit dans ces forêts. Depuis que la contrée s'est
es sûr que tu n'as pas besoin de mon aide ?» Le monstre lui jeta un regard embillé. « Tu es sûr que tu pourrais m'aider, que tu arriverais à me désenvoûter ?» Je ne pensais pas seulement à cette aide-là. Tu n'as pas répondu à ma question. Encore que, si tu as répondu, tu n'y arriverais pas. Gérald le regarda droit dans les yeux. « Ce jour-là, lui dit-il, vous avez joué de malchance. Parmi tous les temples de Gelibol et de la vallée de Nimar, il a fallu que vous choisissiez l'église de Coramakter, l'araignée à tête de lion. Il faut des connaissances et des compétences que je n'ai pas. » « Qui les a? En fin de compte, ça t'intéresse? Tu disais que tu te trouves bien comme tu es. » »« Oui, mais pas autant que je pourrais l'être. J'ai peur de... » »« De quoi as-tu peur ?» Le monstre s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il se retourna. « J'en ai assez que tu me poses sans arrêt des questions au lieu de répondre aux miennes. Apparemment, il faut t'interroger à l'avenant. Écoute, depuis quelque temps, je fais des rêves affreux. Peut-être que le mot monstrueux serait plus approprié. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Sois bref, s'il te plaît. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de te réveiller de ce genre de rêve avec les pieds couverts de boue, avec des aiguilles de sapin ou de pin dans ton lit? Non. Et est-ce que... Non, sois bref, s'il te plaît. Non. Ah, enfin, allons-y, je te raccompagne. Dans la cour, tandis que Gérald arrangeait le pas, Nivelaine caressa la jument sur les naseaux, lui flatta l'encolure. Ablette, heureuse de ses caresses, inclina la tête. « Les animaux m'aiment bien, » se vanta le monstre, « et je leur rends bien. » Gourmandine, ma chatte, qui s'était d'abord enfuie, est revenue. Pendant longtemps, ça a été le seul être vivant à me tenir compagnie dans mon malheur. Verina aussi. Il s'interrompit, fronça les sourcils. Gérald sourit. Elle aussi aime les chats. Les oiseaux, fit Nivelaine, l'air contrarié. Peste, je me suis trahi. Bon, tant pis. Ce n'est pas une énième fille de marchand, Gérald, ni une énième tentative de découvrir un grain de vérité dans d'anciens contes. C'est sérieux. Nous nous aimons. Si tu ris, je te tire dans la gueule. Gérald ne riait pas. Ta Vérina est probablement une ondine, tu le sais. Je le soupçonne. Elle est mince, elle a les cheveux noirs, elle parle peu dans une langue que je connais pas. Elle ne mange pas la nourriture des hommes. Elle disparaît des journées entières dans la forêt, puis revient. C'est un trait caractéristique des ondines. Plus ou moins, dit le sorceleur en réglant la sangle. Tu penses certainement qu'elle ne reviendrait pas si tu redevenais un homme. J'en suis sûre. Si tu sais comme les ondines ont peur des hommes, peu de gens en ont vu de près. Et Verina et moi, et peste, salut Gérald. Salut, Nivelaine. Le sorceleur donna un coup de talon dans le flanc de sa monture et se dirigea vers la porte du château. Le monstre l'accompagna en traînant les pieds. Gérald, je t'écoute. Je ne suis pas aussi stupide que tu le penses. Tu as suivi la trace d'un des marchands qui sont venus ici récemment. Est-ce qu'il est arrivé malheur à l'un ou à l'autre? Oui. Le dernier est venu chez moi il y a 3 jours, avec sa fille, pas très belle d'ailleurs. J'ai ordonné à la maison de fermer toutes les portes et tous les volets. Je n'ai pas donné signe de vie. Ils ont flâné dans la cour et puis ils sont repartis. La fille accueillit une fleur du rosier de Tantine qu'elle a accrochée à sa robe. Cherche-les ailleurs, mais fais attention, la contrée est dangereuse. Je te l'ai dit, la nuit, la forêt n'est pas très sûre. Il s'y passe des choses qui ne sont pas belles à voir ni à entendre. Merci, Nivelaine, je ne t'oublierai pas. Qui sait, peut-être que je trouverai quelqu'un qui... Peut-être que oui, peut-être que non, c'est mon problème, Gérald, ma vie et mon châtiment. J'ai appris à supporter ma situation. Je m'y suis fait. Si les choses s'aggravent, je m'y
seule fois.